Donald Trump repart donc à l'assaut de la Maison-Blanche et ce film réalisé par Marie-Laure Widmer Bagliolini et Françoise Welhamer, vous venez de le voir, nous a amené en Floride, un État présenté ici comme le laboratoire de l'autoritarisme à l'américaine qui pourrait bien préfigurer d'un contenu du deuxième mandat effectué par le candidat des Républicains. Face à lui, côté démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, contrainte de suppléer Joe Biden, mais lequel des deux pour devenir 47e président des États-Unis? Nous allons en débattre avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat-Doc. Nicole Bacharan est avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes politologue franco-américaine, spécialiste de la société américaine et des relations franco-américaines. Jean-Éric Brana également avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Bienvenue. Vous êtes maître de conférence à l'université d'Assas à Paris et chercheur au Centre de relations internationales Thucydide. Christopher Westberg enfin est avec nous. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes ancien député Renaissance représentant les Français d'Amérique du Nord. Merci à tous les trois d'être avec nous après ce documentaire qui nous a emmenés donc en Floride pour illustrer ce que pourrait être, pourquoi pas, la teneur d'un deuxième mandat de Donald Trump. On va écouter, tiens, pour commencer, un extrait d'un clip de campagne du candidat des Républicains. This is the final battle. With you at my side, we will demolish the deep state. We will expel the warmongers from our government. We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists, and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media, and we will liberate America from these villains once and for all. C'est tout un programme, ce que nous raconte ici Donald Trump dans ce clip de campagne. Il y a eu un fait assez marquant la semaine dernière avec cette réponse de Kamala Harris à une question posée par une consoeur de CNN qui lui demandait si Donald Trump était un fasciste. Et elle a répondu oui, je le pense. Après avoir vu ce film, tourné pour l'essentiel donc en Floride, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Kamala Harris se présente comme celle avec son parti, qui est la garante de la démocratie américaine aujourd'hui? Je suis certaine que si Kamala Harris est élue, elle respectera la loi et la Constitution. Et de nos jours, ça paraît déjà un luxe assez solide. Ça veut dire que vous n'en êtes pas sûr si c'était Donald Trump qui était élu? Non, je n'en suis pas sûre, puisque son projet, c'est de ne pas respecter la loi et la Constitution. Et évidemment, cette question du fascisme, elle est éminemment aiguë et explosive. Et si Kamala Harris se permet d'aller jusque-là dans ces derniers moments de campagne, c'est d'abord que l'élection est extrêmement tendue. Elle cherche la dernière carte qui pourrait faire la différence, mais aussi parce qu'elle a derrière elle des déclarations qui viennent du général Mark Milley, qui était le grand chef d'état-major de l'état-major interarmé, donc la plus haute autorité du Pentagone, du général Kelly, qui était l'ancien directeur de cabinet de Donald Trump pendant un temps et général des Marines, donc pas de francs plaisantins, et qui tous les deux utilisent le terme de fascisme. Alors évidemment, moi je dirais, l'Amérique d'aujourd'hui n'est pas l'Allemagne des années 30. La structure du pouvoir, tout le système politique, etc., fait une grande différence. Mais pourquoi Harris, Kelly, Milley se permettent de dire ça? Parce qu'il y a des relents de fascisme dans ces derniers moments de l'élection. D'abord, le langage de Donald Trump, extrêmement ordurier, extrêmement destructeur pour l'adversaire, et ça rappelle des heures très noires, la recherche de boucs émissaires, l'adversaire ou les immigrants traités d'empoisonneurs du sang américain, de vermine, le goût de la force, une misogynie extrême, une virilité surjouée, la proximité avec des milices. Donc, pour avoir un vrai régime fasciste, il faut avoir l'armée avec soi. Je ne pense pas que ça puisse être le cas. Mais dans le projet et dans la manière, et surtout dans la destruction vraiment des normes démocratiques du débat, il y a des relents de fascisme. Vous partagez l'avis de Nicole Bacharan? Alors ça dépend sur quelle partie. Je partage l'avis qu'il y a un problème aux États-Unis, que la société est extrêmement polarisée, qu'il y a effectivement de la violence et de la violence politique. C'est un peu le propos de Nicole et elle a raison sur tout cela. Je partage moins sur la qualification de fascisme, voire même de proto-fascisme, parce que
en réalité, avec Donald Trump, on a des effets de populisme. C'est un effet de langage. Alors, je ne nie pas aussi que dans son premier mandat, il prend des libertés à la fois avec la loi et avec la Constitution. On l'a souvent dit, c'est quelqu'un qui visiblement n'a même pas lu la Constitution, puisqu'il avait des interprétations qui étaient totalement fantaisistes, pas simplement pour nous les experts, mais pour tout un chacun, voire tout Américain qui a pu étudier la Constitution à l'école et qui devait se demander par moments ce que racontait le président. Mais le président était l'image paternelle de la nation. C'est lui qui fait la loi. Et donc, pour beaucoup de ses partisans, il y a eu un mélange qui s'est fait en disant si Donald Trump le dit, c'est donc que c'est vrai, puisque c'est lui qui est garant de la Constitution, le premier garant. Maintenant, le fascisme, c'est aussi d'autres choses qui ne sont pas, pour moi, présentes aux États-Unis. C'est l'élimination des opposants. Et toute forme d'opposition. Et on n'a pas ce genre de phénomène aux États-Unis. C'est l'élimination de toute critique. Et c'est vrai que Donald Trump s'en est pris à la presse, mais il n'a pas éliminé les médias. Donc, je pense que c'est un abus de langage, pardon, Vous voulez peut-être intervenir? Non, mais simplement la question que je me posais, c'est, on a vu cet exemple en Floride, qui est censé donner un tant soit peu la tonalité de ce que pourrait être. Est-ce que ce qu'on a vu là dans ce film peut être qualifié de comportement fasciste en Floride de la part de Ron DeSantis, qui n'est pas n'importe qui s'est présenté à la primaire républicaine en 2023 avant de se retirer au début de cette année contre Donald Trump, justement. Je ne veux prendre ni la défense de Donald Trump ni de Ron DeSantis, mais je suis obligé de dire dans un tel débat que ce dont on parle aux États-Unis, c'est du nationalisme. Or, le nationalisme n'a pas que des vertus négatives, ça a aussi une vertu patriotique de rassemblement de la nation, et c'est là-dessous, c'est sur cette corde-là que jouent les nationalistes américains aujourd'hui, qui sont à la droite du Parti républicain, dont Ron DeSantis, et on l'a bien vu dans le film. On a vu que les gens qui apparaissaient et qui se disaient patriotes, défenseurs de la nation, n'ont pas une volonté de renverser la nation, mais au contraire de la défendre. Alors, tout le débat maintenant et toute la discussion va être qui a raison et quelle est la véritable essence de la nation. C'est ça le débat politique en réalité. C'est pour ça que moi je ne parle pas de fascisme en parlant de Trump ou de DeSantis, et que je trouve qu'il faut faire attention à ces mots-là. Une dernière parole sans mobiliser pardon, mais je crois que Kamala Harris a tort d'aller sur ce terrain-là, parce que la démocratie, c'est de pouvoir parler de façon apaisée, de pouvoir discuter avec l'autre camp, et que elle s'est laissée, à mon avis, piéger par la rhétorique de Donald Trump, qui essaie justement de la mener dans cette rhétorique extrême, parce que c'est ce qui, lui, le fait progresser. Et qu'en fin de campagne, il sait bien que s'il ramène la discussion à ce qui a été de la testostérone avec Joe Biden, et qui a fait tomber Joe Biden, justement, c'est lui qui sortira gagnant. Autrement dit, si je comprends bien ce que vous me dites, peut-être rajoute-t-elle de la tension à la tension déjà existante dans cette fin de campagne. Votre point de vue sur ce sujet? Vous savez, il y a un débat depuis 2016, en fait, sur savoir si oui ou non Donald Trump est un fasciste. Et il y a Robert Paxton, pour les spectateurs qui nous regardent, qui est le célèbre historien et qui est probablement le meilleur historien de la période de Vichy et qui est américain. Et qui, il y a quelques jours, qui avait dit dès 2016, il ne faut pas tomber dans le piège de qualifier Donald Trump de fasciste, premièrement, parce que ça n'est pas, d'un point de vue académique, très forcément très justifié, mais aussi parce que c'est très inefficace. C'est très inefficace contre le phénomène de Trump. Et il a redit, et j'invite les gens à regarder cet article dans le New York Times il y a quelques jours, où il reparle de ça, et où il dit que oui, aujourd'hui, il avait repris ça il y a quelques années, oui, on peut dire que le fascisme, c'est aussi une pratique du pouvoir. Et dans cette pratique, tous les codes sont utilisés par Donald Trump. Donc oui, il emprunte énormément au fascisme. Et moi, je voudrais dire que j'ai une théorie un peu là-dessus. Je crois que des gens qui ont beaucoup abordé ce sujet-là, que ce soit Paxton, que ce soit Madeleine Albright, qui a aussi écrit un livre de référence sur le sujet, c'était des gens qui étaient très épris d'Europe, qui étaient eux-mêmes soit des Européens. Et l'Amérique de mon grand-père, l'Amérique que je connais, c'est une Amérique qui vient de cette Europe de l'Est et qui est en train de s'effacer. Et ce qu'on voit dans le film, c'est la Floride. Et ce qui est très étonnant, pendant des années, on a analysé le vote des immigrants, des anciens immigrants, comme un vote qui allait aux démocrates. Et le fait politique de ces dernières années, c'est qu'en fait, notamment les hispaniques, notamment cette immigration-là, votent républicains.
et risque peut-être de voter de plus en plus républicain. Et là, je trouve on voit bien un débat sur le débat intellectuel, des codes qui sont différents. Le film est truffé de références au communisme qui sont absurdes. De dire que le monde entier est en train de devenir communiste, c'est une aberration. Mais pour des publics, notamment les Cubains de Floride, le communisme, c'est Cuba. Le communisme, aujourd'hui, c'est le Venezuela. Et donc, ces thèmes-là, en fait, ils sont très empreints, je dirais, de ce qu'est l'immigration aujourd'hui, et qui n'est plus l'immigration européenne, mais beaucoup une immigration hispanique, et qui adopte aussi ces codes de la dictature à la sud-américaine et pas forcément à l'européenne. Peut-être réagir, ça. Oui, notre discussion autour de la question du fascisme, encore une fois, pour moi, on n'est pas dans l'Allemagne des années 30, mais je parle de relents, de parfums, de références, de vision du gouvernement. Mais ce que disait Christopher sur cette Amérique d'aujourd'hui, qui n'est plus notre ancienne Amérique issue de l'Europe, en quelque sorte, on le voit de multiples manières. Et c'est vrai que pour les Cubains de Floride, qui ont fui Castro, ou leurs grands-parents ont fui le castrisme, ou par exemple quand Donald Trump dit de Kamala Harris, c'est une marxiste vénézuélienne. Eh bien, c'est absurde, mais pour les immigrants qui ont fui le Venezuela et d'autres régimes vraiment que l'on peut qualifier d'extrême gauche d'Amérique latine, ça parle. C'est quelque chose qui vraiment leur fait peur. Et juste pour ajouter une dimension supplémentaire à ce changement de population en Amérique, il y a Kamala Harris elle-même, comme l'était Barack Obama, des gens qui viennent de la côte ouest, qui ont grandi au bord du Pacifique, qui n'ont aucune référence européenne. Kamala Harris, elle est venue en Europe la première fois déjà en tant que vice-présidente. Donc de toute façon, ce lien-là, y compris le lien avec l'histoire européenne, dans ce qu'elle a de plus sombre, ce qu'on a tous appris à l'école ou par nos familles, il est de plus en plus distant. Mais ça n'empêche pas que quand quelqu'un comme Robert Paxton, qui pendant quand même 50 ou 60 ans a dit non, arrêtez d'utiliser le terme fasciste à tout propos dès que quelqu'un est antipathique, lui, là, il y a 3 jours dans le New York Times, dit oui, en ce qui concerne Donald Trump, c'est justifié. Donc ça, c'est quand même très préoccupant. On va parler des deux candidats, des deux tickets, parce qu'évidemment, il y a toujours un président et un vice-président sur le ticket présidentiel aux États-Unis. Commençons justement par Kamala Harris. Quels sont les inconvénients, les avantages, les forces de Kamala Harris et ce dont elle pourrait le plus pâtir dans cette campagne? Elle a remplacé Joe Biden au pied levé. C'était en juillet dernier. Où en est-elle aujourd'hui et quelles sont ses forces et ses plus importants défauts dans cette campagne? Écoutez, le plus gros défaut, le plus gros inconvénient, c'est qu'elle a remplacé Joe Biden très tard. Et en réalité, dans une campagne américaine, on se présente pendant un temps très long. Il y a d'abord une pré-campagne qui dure 7 à 8 mois, puis il y a une campagne de primaire qui dure également 7 à 8 mois, et ensuite il y a l'été qui passe avec les conventions, puis la campagne elle-même, du premier week-end de septembre, le fameux jour du travail, et jusqu'à le premier mardi après le premier lundi de novembre, le jour de l'élection. Vous voyez, c'est un moment où on se présente, où on montre tous ses défauts, et elle ne l'a pas eu ce moment. Et elle ne l'a pas eu. Donc c'est ça le vrai problème de Kamala Harris aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas connue des Américains. Elle a donc une difficulté, c'est que les Américains n'ont rien à se mettre sous la dent, ils n'ont pas d'anecdotes, ils ne savent rien de sa vie. Ils ne savent pas, par exemple, qu'elle était venue à Paris auparavant avec Willie Brown, faire son voyage en amoureux, qui est le rêve ultime de tous les Américains, venir à Paris, le pays de l'amour. Et donc, ils savent rien sur elle. Alors, ils ont quelques histoires qui sont racontées par le camp d'en face, qui va effectivement arriver, c'est une procureure, elle a mis des gens en prison, mais c'est pas ça qui nous forme, c'est pas notre métier, c'est notre vie de tous les jours. Est-ce qu'elle est considérée comme une sortante? Parce que finalement, c'était la vice-présidente des États-Unis. Je suis même étonné que vous me disiez que les Américains ne connaissent pas rien, pour vous citer, de Kamala Harris. C'est tout de même la vice-présidente pendant 4 ans sous le mandat de Joe Biden. Vice-président. Ouais. Est-ce qu'elle est considérée comme une sortante pour l'électorat américain aujourd'hui, ou comme une véritable nouvelle figure qui défend ses chances? Elle n'est pas considérée comme une sortante, elle ne pâtit pas du bilan de Joe Biden, ce qui se fait d'habitude, et pourtant c'est bien ce que la campagne Trump essaie de faire. D'ailleurs, il parle aujourd'hui d'administration Harris
Biden et plus de Biden tout seul. C'est assez amusant d'essayer de mettre dans la tête des gens et ils disent mais pendant 3 ans elle n'a rien fait. Ben oui, mais elle n'avait pas les clés du pouvoir, donc elle ne pouvait pas faire grand-chose. Elle n'était pas à la table de l'exécutif. Une vice-présidente, rappelons-le pour tous ceux qui ne le savent pas, aux États-Unis, c'est quelqu'un qui attend que le président ne soit plus en place, soit parce qu'il est malade, il meurt, il est destitué. À ce moment-là, le vice-président prend automatiquement et sans élection la place de président. C'est vrai que le vice-président a aussi un rôle au Sénat, il est président du Sénat. C'est un peu honorifique généralement. Cette fois-ci, ça a eu un vrai rôle puisque Kamala Harris s'est investie et elle a fait passer des plans très importants pendant cette administration. Mais globalement, c'est vrai qu'elle n'est pas connue des Américains. Alors, les avantages de Kamala Harris, si vous me permettez, en 2 mots. 2 mots, hein. Ouais. Oui, 2 mots. C'est quand même quelqu'un qui a une expérience extraordinaire de la vie, qui part de rien, qui est né à Berkeley, dans une famille simple, de 2 immigrants, un indien et l'autre jamaïcain, et qui va franchir tous les échelons de la vie politique américaine et de la vie pour arriver jusqu'au poste de vice-présidente. Pardon, mais c'est déjà dur pour n'importe qui. Mais alors pour une femme, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, elle a fait un parcours extraordinaire. Et ça peut parler aux Américains, ce type de parcours. Kamala Harris, vous étiez il n'y a pas si longtemps d'ailleurs aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez senti dans cette campagne Kamala Harris? Il y a eu un moment Kamala Harris dans cette campagne, juste après qu'elle supplée Joe Biden. Il y a eu cette convention démocrate. Il y a eu ce face-à-face, le seul d'ailleurs, de cette campagne entre Kamala Harris et Donald Trump. Tout le monde était d'accord pour dire qu'elle avait pris le dessus sur le candidat républicain. Et depuis, on a le sentiment que le soufflet est un peu tombé. C'est vraiment le cas? Alors ça, c'est ce qu'on dit. Mais il faut quand même rendre compte, j'ai évidemment des amis qui sont dans la campagne actuellement. Et il y a quand même, dans chaque meeting, un souffle exceptionnel en ce moment dans les meetings de Kamala Harris. Même si aujourd'hui, elle est un peu rattrapée d'une très forte dynamique après l'été, après le débat, et qu'elle est rattrapée en fin de campagne, ce qui est en fait assez normal, hein, parce que les positions maintenant sont crispées, il y a quand même un élan qui est remarquable. Moi, je pense quand même que sa première force, c'est que c'est une femme et que cette élection va se jouer clairement sur le vote des femmes, notamment des jeunes femmes. Et que je pense, elle réussit à susciter un espoir que, évidemment, Joe Biden ne suscitait plus. Donc, elle peut quand même avoir un vote massif. Moi, quand je regarde les sondages, je me dis toujours qu'un sondage, c'est une très bonne couleur par rapport à des échantillons. Et le jour de l'élection, dans les échantillons, il y a un échantillon qui vote plus que l'autre. Si dans quelques jours, les femmes votent un peu plus, je pense qu'elle peut gagner l'élection. Et pour moi, c'est vraiment un élément extrêmement important. Et évidemment, être une femme par rapport à un Trump dans le contexte du retour sur les droits à l'avortement, qui a quand même énormément marqué ces 3 dernières années aux États-Unis, je pense que c'est une force. Alors vous dites que c'est une force. Barack Obama a tout de même été, lui aussi, parlé aux électeurs, et notamment à l'électorat afro-américain, masculin, en leur disant... c'est tout le problème. Attention, c'est pas parce que c'est une femme qu'il faut pas voter Kamala Harris. C'est vraiment une force pour vous le fait que ce soit une femme. Ça serait la première femme présidente des États-Unis. Moi, je vous dis, je vois des femmes républicaines conservatrices qui vont voter pour la première fois de leur vie Kamala Harris. Ce que je ne vois pas, et c'est extrêmement perturbant, et entre nous, c'est le choc que j'ai depuis 3 ans, c'est des républicains modérés, souvent des hommes, qui, malgré toutes les outrances de Donald Trump, continuent de voter républicain. Mais les femmes, très clairement, moi j'ai rencontré plein de femmes qui m'ont dit que c'était inacceptable et qu'elles elles ne voteraient pas pour Donald Trump. C'est vrai que Kamala Harris comptait beaucoup sur ce thème de l'avortement, qui mobilise, c'est vrai, beaucoup les femmes aujourd'hui de moins de 45 ans aux États-Unis, notamment. Pari gagnant ou pas, est-ce que ce thème concernant Kamala Harris, venant d'une femme, précisément, a été un thème vraiment porteur pour elle dans cette courte campagne qu'elle a eu à effectuer? Mais je pense que si elle gagne l'élection, ce que j'ignore, ce sera essentiellement avec ce vote-là, le vote sur l'avortement. Parce que, et vous avez raison de dire, les jeunes femmes, évidemment, mais leur mère, leur grand-mère, pour qui le droit à l'avortement était garanti, sans compter, bien souvent, leur père, leur frère, leur mari. Enfin, parce que cette question de l'avortement, ce n'est plus simplement une question de droits inégaux, puisque vous avez 23 États où plus ou moins l'avortement est interdit et les autres où il est permis d'une manière assez large, c'est devenu une véritable crise sanitaire. Parce que ça fait 2 ans
que l'on est dans ce pataquès, ai-je envie de dire, où les femmes voyagent à l'autre bout du pays pour avoir accès à l'IVG. Et pour avoir accès aux soins, tout simplement. Et en fait, ce qu'on répertorie, et ça c'est très présent dans la campagne, et effectivement, beaucoup de femmes républicaines s'engagent là-dessus, parce que ce sont des femmes, et elles savent ce que ça veut dire. Ce que l'on répertorie, ce sont des cas extrêmement graves. Des jeunes filles violées, obligées de mettre au monde l'enfant qu'elles portent, des femmes qui vont aux urgences, parce que la grossesse, c'est un sport de combat, ça peut être vraiment dangereux, parce qu'elles ont des hémorragies, des fièvres, que sais-je, et à qui les médecins, les infirmières disent « on ne peut rien faire, revenez quand ce sera plus grave ». Est-ce que les hommes américains, les hommes afro-américains auxquels s'est adressé Barack Obama il n'y a pas si longtemps, vont voter les yeux fermés pour une femme, et en l'occurrence Kamala Harris? Oh, les yeux fermés, sûrement pas. Non. Mais c'est une communauté qui, souvent en début de campagne, alors vous me direz là on est en fin de campagne, quand même n'aime pas être tenu pour acquis. Ah ben d'accord, on est afro-américain, donc il s'imagine qu'on va forcément voter démocrate. Je me souviens même dans la campagne de Barack Obama, au début, c'était pas une grande marche vers lui. Mais néanmoins, avec toutes les attaques super racistes dont il a fait l'objet, finalement, il a quasiment fait le plein des voix. Et aujourd'hui, Kamala Harris, dans les sondages, elle est plutôt à 75% parmi les Afro-Américains, alors que Joe Biden en avait obtenu 90% le jour du vote. Mais le jour du vote et le sondage, c'est pas la même chose. Et dans les derniers jours, finalement, oui, c'est une femme, et il y a des hommes qui sont peut-être pas prêts à voter pour une femme, mais c'est une femme noire, c'est une femme de valeur, qu'on apprécie ou non sa politique, et qui se fait mais littéralement démolir au niveau le plus misogyne et le plus raciste. Je pense que ces 75% de soutien dans les sondages dans la communauté afro-américaine seront quand même plus élevés le jour du vote. Personnellement, je me sens un peu en décalage là dans la discussion parce qu'il ne me semble pas que cette élection soit particulièrement genrée. D'abord, Kamala Harris n'a pas mis en avant le fait d'être une femme parce qu'elle estime qu'il n'y a pas à le mettre en avant. Le fait d'accéder à la présidence, ce n'est pas une question de femme ou d'homme. Et donc, elle estime qu'elle en a le droit. Comme sa mère lui a appris, elle a été première dans différents rôles et sa mère lui a toujours dit « sois fière parce que c'est juste normal. En même temps, débrouille-toi pour faire un nid, tu ne dois pas être la dernière à arriver à ce rôle-là. » Ensuite, j'ai envie de rappeler que Kamala Harris est déjà la première femme présidente, puisqu'en juin 2017, elle a été présidente pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes. Puisque Joe Biden était à l'hôpital, oui, mais elle a eu le pouvoir de décider. Il y aurait eu une guerre. Il y aurait eu une guerre pendant ces 20 minutes. C'est elle qui prenait la décision. Rappelons-le, c'est pas anecdotique, surtout quand on parle de la première puissance mondiale. Ensuite, il me semble pas que la question de l'avortement soit si fondamentale que ça dans cette élection, au risque de choquer Nicole. Non pas qu'elle n'est pas importante, bien sûr qu'elle est importante et fondamentale pour la santé des femmes et pour leur droit de choisir, mais c'est pas ce qui va faire voter les Américains cette fois-ci. En réalité, c'est vrai qu'il y a des référendums, mais il n'y a que 2 États où ça va être important, c'est le Nevada et l'Arizona. Pour le reste, soit c'est une question qui est déjà tranchée, voire même mise dans la Constitution, soit elle n'aura aucun effet sur le vote puisque c'est un État qui est très républicain ou très démocrate et que ça ne va rien changer. Prenons la Floride, puisque dans le film, c'est la Floride et qu'on en parle dans ce film. Et là, ça ne va rien changer. Il faut 60% pour changer les choses. Il y aura les 60%. C'est-à-dire que c'est vrai que les femmes, y compris républicaines, veulent défendre ce droit-là, mais ça ne va rien changer. Et je termine là aussi en 2 mots, si vous me le permettez. Ce qui va être très important dans la politique de Kamala Harris et ce qu'elle a avancé, c'est l'économie et l'économie d'opportunité. Et là-dessus, elle a un programme qui est formidable pour tout un chacun aux États-Unis. Elle propose par exemple, quand on est une femme et qu'on a un bébé, d'avoir $6 000. Et on sait qu'aux États-Unis, il n'y a pas de congé maternité, il n'y a pas de garde payée, il n'y a pas de crèche. Ces $6 000, ils sont bienvenus, en particulier pour les femmes qui sont en difficulté. Il y a, pardon, mais c'est important, $50 000 de déduction d'impôts si vous achetez un logement. Il y a des aides
pour la location, il y a des aides pour les jeunes entrepreneurs, et ça touche les Afro-Américains et les Hispaniques qui sont en train de faire leurs premières armes. Donc c'est ça, à mon avis, qui va jouer beaucoup plus que la question féminine. Vous êtes souvent aux États-Unis, vous y étiez récemment. On va parler de Trump maintenant. Qu'est-ce qui vous a frappé dans la campagne de Trump la dernière fois que vous êtes allé aux États-Unis, il n'y a pas si longtemps? Est-ce que vous sentez là aussi un vrai souffle derrière Trump? Trump qui se représente, hein, attention, hein. C'est pas la première fois, lui. Hein. Non, mais je trouve que ce qui est bien perçu dans le film qu'on vient de voir, c'est ce décalage avec une Amérique extrêmement radicale, qui est quand même assez marginale, si vous voulez, des fanatiques religieux. Moi, j'en vois jamais. Alors, il y a évidemment 15 ou 20% d'Américains qui sont extrêmement conservateurs sur ces questions-là, mais globalement, l'Américain républicain moyen, il n'est pas du tout sur ce rythme-là. Mais par contre, le monsieur qu'on voit qui a déménagé de New York et qui s'installe en Floride et qui a un discours, à la fin, il le dit très bien, il dit « Oui, je le trouve excessif. Je trouve que c'est trop, il me fatigue un peu, mais à la fin, je vais quand même voter pour lui parce que l'Amérique, sous son programme, ça marchait bien. Bon, ce qui évidemment est extrêmement frustrant. Vous savez, moi j'étais en politique, quand on voit des résultats et que la perception n'est pas vue, quand on voit le résultat de cette élection, quand on voit l'Amérique aujourd'hui, c'est pas une Amérique en crise. Elle n'est pas en crise économique, l'Amérique. Elle est dans une crise d'identité. Et c'est pour ça que j'ai une petite différence avec vous. Je ne sais pas si ça va se jouer sur des questions programmatiques, cette élection. Parce que si l'électeur rationnel devait choisir entre une politique qui, globalement, est plutôt en fin d'inflation, globalement, il donnerait du crédit à la politique de Kamala Harris. Et Donald Trump, c'est un battleur. Donald Trump, c'est un homme de tribune. C'est un homme qui est dans la provocation permanente. Ça plaît aux électeurs américains, au-delà de son propre camp? Non, franchement, ça déplaît totalement aux gens qui votent pour les démocrates. Les gens le détestent. Moi, je rassure toujours les Français en leur disant, vous savez, bien sûr qu'il y a l'Amérique de Trump, mais il y a une majorité d'Américains qui sont exactement l'opposé de Donald Trump. Ouais. Et donc, il ne faut pas non plus caricaturer. Cela dit, moi, j'ai une autre question là-dessus. Donald Trump, c'est un loser, tout de même. Il a perdu. Ah bah ça, c'est pas... Non, mais attendez. Ça, c'est pas rentré dans les Américains préfèrent les winners. Là, il a gagné une première fois, perdu. Ça, il a réussi. Il a réussi à on est même étonné qu'il se représente. Ça, je suis d'accord. Moi, ce qui ça joue, ça, le fait qu'il ait perdu une fois. Non, parce que franchement, il n'a pas cette image-là. En fait, moi, ce que je trouve sidérant, c'est que il a toujours, même chez ses opposants, au fond, une image de type qui revient constamment à la charge, qui est un bulldozer, quoi. C'est un bully. Et il n'a pas finalement l'image du loser. Et beaucoup de gens acceptent des comportements qu'ils accepteraient nulle part ailleurs, mais il a cette image de performance. C'est un performateur. On va écouter une historienne qui témoignait dans ce documentaire, notamment à propos des affaires judiciaires concernant Donald Trump. L'un des plus grands succès de Donald Trump auprès de ses partisans, c'est de se présenter comme une victime. Du coup, ils se sentent comme ses protecteurs. Tous ces problèmes judiciaires ne sont pour eux que des machinations de l'État profond, de ce qu'ils appellent le régime Biden, dans le but de faire tomber Trump. Cela les rend encore plus loyaux. Plus il a de problèmes judiciaires, plus ses partisans lui sont fidèles. Alors Trump bulldozer, nous dites-vous, mais Trump qui tout de même a 4 affaires judiciaires pénales. 34 condamnations. 34 condamnations. C'est quand même lourd. C'est vrai que pour ceux qui regardent évidemment cette émission, qui ont vu ce documentaire, qui ont un peu suivi le parcours de Donald Trump ces dernières années, ça peut les surprendre de voir un tel personnage se représenter et peut-être gagner cette élection américaine. Oui, comment l'expliquer? Il peut être candidat et il peut gagner l'élection. Qu'est-ce qu'il attend sur le plan judiciaire, Donald Trump, très Écoutez, clairement, moi, la première chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est qu'on a un homme qui a tenté un coup d'État. Rien de moins. Et que toutes les circonvolutions qu'il a réussi à mettre autour de ça, en utilisant tous les moyens, et de l'argent, et de la justice, et toutes les arcanes de ce qu'on peut faire avec un système judiciaire, ne changent pas le fait qu'on l'a tous entendu, face caméra, appeler ses partisans à marcher sur le Capitole pour faire changer le 6 janvier 2021, le 6 janvier bien sûr. 2021. Qui plus est, parmi ces gens qui ont envahi le Capitole, je pense que pratiquement tous étaient complètement sincères.
qu'ils pensaient ce que Donald Trump leur avait dit, qu'il avait gagné l'élection, que le système essayait d'arracher cette élection au véritable vainqueur et qu'il fallait aller défendre la liberté et la Constitution. Ces gens-là, ils sont en prison. Ils ont été condamnés et pour certains, pour beaucoup, beaucoup d'années. Et l'instigateur, non seulement n'est pas en prison, mais peut redevenir président des États-Unis. Et là, pour moi, il y a une faille dans le lien entre la démocratie et la justice qui est insensée. Je ne pense pas que dans une démocratie européenne, un Donald Trump, disons, ayant fomenté une émeute au Parlement, pourrait être candidat. Je pense qu'il serait il y a une affaire inéligible. qui a été jugée, et on attend le jugement. Voilà. 3 autres pourraient être jugés par la suite, dont celle à laquelle vous faites référence, c'est-à-dire son implication prétendue dans cet envahissement du Capitole du 6 janvier 2021. Qu'est-ce qui va se passer, qu'on comprenne bien? Il est élu président. Il n'y a plus d'affaires. Il n'y a plus d'affaires. La Cour suprême lui a offert une immunité d'une telle ampleur que toutes ces affaires-là seront enterrées s'il est élu. S'il n'est pas élu, ça sera plus compliqué. Finalement, tout se retrouvera à la Cour suprême, une Cour suprême qui lui est favorable et qui s'appuiera sur ce jugement en immunité. Et à mon avis, ça n'ira jamais nulle part, je crois. Donald Trump, 78 ans. Est-ce que l'âge du capitaine, ou de la capitaine, si Kamala Harris arrive jusqu'à la mélange, peut jouer dans cette élection? Est-ce que ça joue contre Donald Trump, cet âge de 78 ans aujourd'hui? Alors l'injustice suprême, c'est que ça a joué pour Joe Biden, qui n'a que 3 ans de plus, et que ça glisse sur Donald Trump. Bon, ça a été dit tout à l'heure, tout glisse sur Donald Trump. Mais en même temps, c'est vrai que ça joue parce qu'il y a une petite musique qui est montée ces derniers jours, qui était que Vance, son vice-président, J.D. Vance, pourrait se retrouver président des États-Unis. Et ça, c'est une autre histoire. Puisque... Ça fait peur, pardon. Ça peut Vance qui a 40 ans, 40 ans, oui. Et qui est pro-life. Voilà, c'est le profil, pour faire très court. C'est pas la seule caractéristique que je mettrais sur J.D. Vance. Je dirais souvent celle-là qu'on met en avant, en tout cas. Je dirais extrême droite, pour faire simple. Ouais. Il est ultra conservateur, c'est vrai. Il a des idées très arrêtées, rigoristes. Il est très radical. Vous le dites comme vous voulez, vous prenez ses propos, vous les prenez pas, mais en réalité, ce n'est pas Donald Trump qui est quand même beaucoup plus rond, quoi qu'on en dise, que J.D. Vance, qui n'a pas d'idéologie complètement affirmée. J.D. Vance en a. Et c'est ça la vraie différence. C'est que ce qu'on voit dans le film, avec en filigrane toute la politique de Ron DeSantis, qui essaie d'appliquer un programme centralisé, fort, qui va s'imposer à tout un chacun, dans lequel on discute les institutions, quand je dis on les discute, on les dispute, on les remet en cause. Avec J.D. Vance, c'est quelque chose qui... Et on enlève des livres des bibliothèques aussi, on l'a vu dans ce film. Oui, ça c'est au niveau des comtés et dans les écoles. Mais là, moi, c'est pas neutre dans ce que vous dites là. Ça étaye ce que vous venez de dire. C'est pas neutre, mais je suis quand même un échelon au-dessus, puisque je suis en train de parler au niveau de l'État, de politique qui pourrait effectivement être remise en question, c'est-à-dire l'administration, c'est-à-dire la gestion de l'armée, la gestion de la police. C'est des vraies questions quand même qui se posent à tout un chacun. Et J.D. Vance, ça peut poser un problème dans le ticket avec Trump? En tout cas, dans ce qu'on connaît de J.D. Vance, et on voit que c'est un homme très construit. On l'a vu dans le débat. Il a fait un débat avec son opposant direct, c'est-à-dire Tim Walz, dans lequel il a pris le dessus. On voit que c'est quelqu'un qui est politiquement extrêmement construit, qui a des idées fortes et qui est capable de convaincre. Tout cela, effectivement, fait qu'on devrait s'intéresser davantage à lui quand on arrive à l'élection, parce qu'il est élu en même temps que le président des États-Unis. Et comme on le disait pour Kamala Harris, il est à un battement de cœur du pouvoir, c'est-à-dire que s'il arrive quelque chose à Donald Trump, eh bien c'est lui qui prend la place. On évoquait le thème de l'économie. Vous nous disiez tout à l'heure que Kamala Harris a des arguments sur ce sujet. Il y a 2 thèmes sur lesquels néanmoins Donald Trump semble avoir quelques arguments lui aussi. C'est justement ce terrain de l'économie, avec un programme plutôt classique du côté républicain qui consiste à une baisse drastique des impôts et l'immigration
l'immigration. L'immigration, alors ça c'est le sujet de Kamala Harris lorsqu'elle était vice-présidente aux côtés de Joe Biden. Ce sont les deux thèmes forts de Donald Trump aujourd'hui dans cette campagne et dans cette fin de campagne précisément, l'immigration, le pouvoir d'achat. En tout cas, l'immigration revient énormément et c'est vrai qu'on juge souvent la qualité d'une campagne au thème qui s'impose et là-dessus, il faut l'admettre, c'est un thème qui revient énormément. Alors qu'elle a essayé de faire une campagne très positive, et ça fera peut-être aussi la différence, mais sur ce sujet-là, il a quand même réussi à marquer les esprits, et ça, tout à l'heure, je n'ai pas répondu au point faible. Mais il y a une vraie préoccupation sur ce terrain du côté des Américains. Ah oui, parce qu'il y a eu quand même quelques gourdes. Enfin, moi, vous l'aurez sûrement entendu, je suis démocrate, j'ai toujours été démocrate, mais enfin, il y a eu quelques gourdes de début de mandat de Biden. Le fait qu'il soit revenu sur des executive orders, qui sont des décrets présidentiels de Trump, et qui a créé quand même un appel très fort d'immigration illégale, je pense, est une plaie, est un peu une tare pour Kamala Harris, notamment parce qu'elle avait un peu à traiter ce dossier. Mais je voudrais quand même dire que ce qui, moi, me sidère dans cette élection, et ce qui est profondément perturbant quand on regarde ce débat, c'est l'enjeu de la propagande. C'est l'enjeu de ce qui se passe aux États-Unis. D'abord, propagande ou désinformation? Ah bah c'est les deux. La propagande en général, ça peut aussi être de la désinformation. Et c'est le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, aujourd'hui, un républicain regarde Fox News et un démocrate, il regarde MSNBC ou CNN. Et ces gens-là ont deux visions du monde très différentes. Moi, je considère que c'est en plus relayé par les réseaux sociaux, ce qui est absolument hallucinant. Il faut quand même se rendre compte qu'en France, on arrivera à ça. Il y a en France aujourd'hui des médias qui sont de plus en plus éditorialisés. Et par ailleurs, évidemment, les réseaux sociaux sont le cas. Et donc l'arrivée d'Elon Musk dans ce débat qui met toute son énergie, c'est absolument sidérant. Pour soutenir Donald Trump dans ce dernier moment, ça a évidemment un effet très, très, très puissant sur cette élection. Et c'est assez angoissant parce que je trouve que cette désinformation permanente et ce manque de recul du citoyen sur ce qu'est la réalité, quel est le métier de journaliste, comment on arrive à avoir une information qui est fiable pour savoir quel est le programme. Vous en avez parlé, c'est très rare qu'on parle du programme. Aujourd'hui, l'élection américaine est en fait éditorialisée et ça, je pense que c'est un vrai danger. Vous allez avoir le mot de la fin? Oui, allez-y. C'est pas forcément le problème des médias, parce que les médias jouent leur rôle et qu'ils soient éditorialisés, c'est pas un problème. On sait généralement qu'un journal de gauche est de gauche et qu'un journal de droite est de droite. Ce qui pose problème, ce sont les réseaux sociaux et c'est l'intelligence artificielle qui permet aujourd'hui à tout un chacun d'envoyer des milliers de textes qui n'ont ni queue ni tête, qui ont l'apparence de quelque chose de savant et auxquels les gens vont se référer aujourd'hui et qui vont reprendre pour ensuite amener une parole qui n'a aucun sens. Ce qu'on a vu dans le film était édifiant à cet effet-là. Et vous parliez de la suppression des livres, c'est ça qui pose problème dans la suppression des livres. Ah, ça vous a frappé aussi, oui. Pardon? Ça vous a frappé aussi. Ah bah évidemment que ça a frappé. Vous vous rendez compte qu'on a supprimé un livre de Toni Morrison, prix Nobel de littérature, en expliquant que... C'est traumatisant. Mais oui, c'est quand même... Oui. Pour le mot de la fin, Nicole Bacharach. Je pense que la question qu'on pose tous à ce stade, c'est celle de la vérité. Ouais. Et non pas la vérité des opinions. L'opinion, heureusement, est encore libre, mais la vérité des faits. De quels faits discute-t-on? Et par les faits, effectivement, de chaînes très orientées où chacun reçoit une pseudo-vérité qui n'est pas forcément la vraie, les faits des réseaux sociaux, les faits de l'intelligence artificielle, les faits, ne l'oublions pas, surtout des ingérences étrangères très actives, venues de Russie, venues de Chine, venues d'Iran, et qui ont pour but de semer le chaos, le doute, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux, tout est possible. Ah, moi j'ai entendu dire que... Ça, on entre dans le monde de George Orwell, où il n'y a plus de vérité. Bon, et ça donnera du travail aux journalistes. Le danger de la démocratie, pour la démocratie, c'est l'absence de vérité objective. Pour répondre à notre question, mais vous avez vraiment 5 secondes chacun. La question qu'on se pose, Trump ou Harris? Trump ou Harris? Qui va gagner? Oui. Moi, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, c'est Kamala Harris qui va gagner. C'est très difficile à dire, mais je suis un éternel optimiste, je vais dire Kamala Harris.
Et vous? Je ne dis pas, je ne sais pas. J'avoue mon ignorance. Merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à ce débat doc aujourd'hui. Après ce documentaire consacré à la Floride et à son mode de gouvernement qui pourrait, c'est vrai, préfigurer ce que pourrait être celle d'un second mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche. Vos réactions, ça sera sur #DébatDoc. Merci à Félicité Gavalda, Victoria Bellé, qui m'ont aidé comme à l'accoutumée à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain débat doc. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.